La bienvenue à notre webinaire pour les qui porte sur les bébés les plus fragiles dans des contextes fragiles. Comment est-ce que nous supportons l'allaitement par maternelle? Veuillez bien vous introduire dans le chat. La bienvenue. Vous voyez sur votre écran un globe en forme d'interprétation. Vous pourrez y écouter le webinaire en anglais et en français. La bienvenue à nouveau à notre webinaire PAST pour qui marque le soutien à l'allaitement. La bienvenue à nouveau. Je vous rappelle de quoi il s'agit pour notre boîte à outils qui nous sommes. Il s'agit là d'une communauté d'apprentissage multi-pays, multilangue pour les petits bébés chétifs et malades. Nous avons 80, 62 500 uniques visiteurs depuis plus de 200 pays dans des territoires en 2025 avec des cibles nationales ODD 3.2 pour la survie des nouveau-nés. Et nous avons aussi, bien sûr, le webinaire à votre disposition en français et en anglais avec 1000 outils en 15 langues différentes. À nouveau la bienvenue à nos partenaires de PATH, à notre webinaire Les bébés les plus fragiles dans des contextes fragiles. Comment est-ce que nous pouvons soutenir l'allaitement maternel? Veuillez bien vous joindre à nous par le biais de nos médias sociaux. Vous pouvez vous inscrire à notre bulletin de nouvelles en français et en anglais et vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux. Je vais parler des enregistrements passés qui sont tous disponibles sur notre site web. En 2024, nous avons eu un webinaire qui disait pourquoi est-ce que le lait maternel est important même pour les bébés les plus vulnérables. Nous avons eu un webinaire sur l'allaitement et des changements systématiques et systémiques euh, pérennes. Nous allons poursuivre notre apprentissage par le biais de ressources sur les systèmes de soins de santé avec la composante de l'outil des nouveau-nés. Prenez vos téléphones et scannez le code QR et vous pouvez explorer les ressources à votre disposition. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Nous avons les webinaires à venir. Le 8 septembre, nous aurons le webinaire pour marquer la journée de la septicémie et le 20 octobre, nous aurons les soins palliatifs périnatales. Et nous vous invitons à vous joindre à ce webinaire pour poursuivre nos apprentissages ensemble. Et nous avons encore des autres webinaires passionnants qui vont venir vers vous en 2026. Nous vous remercions de vous joindre à nous. Je m'appelle Dr Modou Bozousipalo et je suis une chercheuse clinicienne, collègue de la boîte à outils pour nouveau-nés. À nouveau, ce webinaire est à votre disposition en français et nous vous accueillons à ce webinaire dynamique. Prochaine diapo. Je passe le micro à notre chère Lorraine. Je suis ravie d'introduire notre animatrice, Dr. Emily Jugana. Et elle est la directrice pour les soins de nouveau-nés avec des antécédents en tant que pédiatre. C'était notre hôtesse l'année dernière également, donc la bienvenue de retour et sans plus attendre, ma chère docteur, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Nous vous accueillons chaleureusement à ce webinaire qui fête la journée mondiale de l'allaitement et le thème de euh, ce webinaire, c'est des l'étude des procédures en la matière. Je suis basée à Nairobi, au Kenya, et je suis la directrice sur PATH. Je suis ravie d'héberger et d'accueillir le webinaire d'aujourd'hui. La bienvenue. Avant d'entreprendre le webinaire d'aujourd'hui, j'aimerais partager des nouvelles passionnantes de l'OMS et l'UNICEF qui vont lancer de nouveaux papiers sur qui se basent et se concentrent sur les recommandations, euh, basées sur des données probantes pour la sécurité et la qualité du lait humain de donneur. Et il y a aussi le deuxième papier, c'est les guides de mise en œuvre de la banque de lait humain ou de donneurs de lait humain. C'est vraiment une classification organisationnelle qui va se concentrer sur des thèmes importants. Veuillez bien guetter cela. Pour commencer pour vous introduire, nous savons que beaucoup de bébés dans le monde, surtout dans les contextes fragiles, n'ont pas accès au lait maternel. Lorsqu'il y a un contexte fragile, l'allaitement, c'est la première chose qui manque. Ça veut dire que bébés petits et vulnérables sont à la merci de là où ils sont et ils sont vulnérables et ils ont tendance à avoir des résultats de haute mortalité. Malheureusement, nous allons entendre quatre collègues magnifiques qui vont nous parler des données probantes et partager leurs expériences sur leur travail dans des contexte fragile. Pour commencer, nous allons entendre parler Dr Amina Gogar, pédiatre et certifiée, consultante certifiée de lactation et aussi avec un master en santé maternelle pédiatrique et en épidémiologie. C'est une officière médicale à l'OMS et elle travaille en Afrique du Sud, y compris 5 années au ministère de la Santé. Elle va nous parler de ce que disent les données probantes au sujet de l'allaitement maternel et nous parler des bébés et des familles qui se trouvent dans des contextes fragiles. Docteur, vous avez le micro. Merci de l'introduction bien aimable. Dans mon discours d'aujourd'hui, je vais me concentrer. Est-ce que les diapos avancent? Dans mon discours d'aujourd'hui, je vais considérer rapidement la définition d'un bébé vulnérable, l'envergure de mon discours et comment soutenir les bébés fragiles dans des contextes fragiles. Alors, qu'est-ce qu'un bébé vulnérable et un contexte vulnérable? Ça peut être peut-être fragile, prématuré, et nous avons aussi les bébés chétifs et malades. En fonction de là où vous êtes, un bébé vulnérable peut être les deux. Si vous vous trouvez en situation d'urgence, tous les bébés sont vulnérables. S'ils se trouvent dans une situation stable avec de bonnes ressources, peut-être il y a les prématurés à un âge de gestation adapté et nous allons concentrer sur les deux derniers, les bébés qui sont nés dans des épidémies ou dans des zones de guerre ou dans des zones d'urgence. Je vais parler des normes pour l'allaitement maternel. Il y a beaucoup de données probantes.
à ce niveau, y compris des nouvelles séries lancées. Comment les mettre en pratique et les normes de soutien de l'allaitement maternel en se concentrant sur les zones de guerre et de conflit. Je vais faire référence à ces euh, directives de l'OMS publiées en 2021. Il suggère que chaque mère et chaque bébé devraient avoir 6 contacts de conseil de l'allaitement dans la période prénatale, deuxièmement, immédiatement après la naissance, entre les premiers 2 ou 3 jours suivant la et troisièmement, 2 ou 3 semaines après l'accouchement et dans les premiers mois et après le cinquième à 6 mois et le sixième après 6 mois. Lorsque l'alimentation supplémentaire a commencé. Nous avons les AGA des 3 catégories que nous avons déjà mentionnées. Les, les trois, les 3 sections ont besoin de visites supplémentaires et c'est probable que les autres catégories auront besoin d'autres visites. Comment est-ce que nous pouvons nous y prendre? Les guides de mise en œuvre suggèrent que il devrait y avoir les aptitudes comprennent écouter et apprendre, écouter la mère, la soutenir la famille, évaluer la documentation et documenter et quelles sont les observations, comment est-ce que c'est lié le positionnement, l'attachement et fournir de l'aide aux mères pour le positionnement, pour que ce soit confortable d'allaiter, de d'exprimer le lait à l'aide d'une pompe si c'est disponible. Et si ça se passe pendant la période antinatale, préparer la maman enceinte à l'allaitement. Bien sûr, les références qui font partie essentielle de ceci. L'ennui, l'ennui, c'est que dans ces situations vulnérables, on peut aussi aider les mères à gérer la mastitis. Prochaine diapo. Le document suggère d'appliquer un process en 3 volets. Évaluer, analyser et passer à l'action. Analyser la situation et les problèmes et de passer à l'action. Donc, passer à l'action de façon qui soutienne la maman. Prochaine diapo. Le problème, c'est que dans les systèmes les situations de conflit, comment est-ce que nous nous y prenons? Prochaine diapo. Comment est-ce que nous nous y prenons dans les cadres des urgences? Comment est-ce que nous pouvons nous y prendre pour que nous soyons préparés lorsque ceci arrive? Il faut que les gouvernements et les groupes doivent prioriser la protection et la priorisation de l'allaitement maternel, ce que les ressources peuvent donner et les soutiens basés sur la communauté, les ressources peuvent-ils fonctionner et dans le contexte de l'urgence, qu'est-ce qui peut être fait? Comment est-ce que les capacités, les aptitudes et le temps peuvent faire et quand ils sont bien utilisés. Il faut contrôler la situation pour décider à évaluer qu'est-ce qui est disponible et comment lui s'en servir. Si vous ne nous trouvons pas dans une situation d'urgence, il faut les prévoir et mettre les mères
et les bébés au centre pour s'assurer que l'allaitement maternel fait partie intégrante des activités. Nous avons les 6 blocs de construction. Le problème, c'est que dans les situations de conflit et d'urgence, nous ne savons pas comment les choses se passent. Peut-être la force de travail va être instable. Il faudra aussi faire de mettre en service et ce ne sera pas de gouvernance ou de leadership qui compromet la résilience du système et ce dont nous sommes capables de faire. Il faut travailler à une urgence et la prévoir et mettre les mères et les bébés au centre de ce que nous faisons. Ça a affaire à ce petit bébé vulnérable, la mère et le soutien, un système de soutien que la mère a à sa disposition. Alors, que faisons-nous? Nous devons prévoir d'avance et il y a 7 étapes qui doivent se passer. Premièrement, s'assurer qu'il y a des politiques en place qui vont guider les, les agences humanitaires et gouvernementales qui soutiennent l'allaitement maternel, à empêcher les substituts au lait maternel parce que certains organes se concentrent sur les urgences. Deuxièmement, assurer que il y a un personnel qui soutient les conseils à l'allaitement et troisièmement, développer des capacités, des conseillers formés. Quatrièmement, établir des systèmes de surveillance et d'évaluation, peut-être quelque chose de difficile, et pour s'assurer qu'il y a une surveillance constante au substitut de lait maternel pour s'assurer qu'une personne ne tire parti de la situation. Action numéro 5, allouer les ressources financières adéquates pour s'assurer que ceci est dans les plans de réaction à l'urgence. Action 6, intégrer les conseils d'allaitement maternel dans les plans de réaction d'urgence. Et action 7, mettre la santé, ma maman et le bébé au centre. Je résume, l'allaitement maternel pour les nouveau-nés vulnérables de contexte fragile doit être protégé. Deuxièmement, ceci est fait avec quand il y a des termes appropriés de référence et des politiques pour l'aide humanitaire. Trois, il y a les ressources humaines pour fournir le soutien qui est critique et le soutien communautaire qui soutient le succès. Merci. J'accueille vos questions dans le chat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Amino Delon. Elle a partagé des manières de protéger les bébés dans des contextes fragiles. Voici maintenant docteur Mariana Gutiérrez, pédiatre et conseillère pour les médecins sans frontières. Depuis s'être joint à l'MSF, en 2018, elle a fait un travail humanitaire très varié. Depuis 2024, elle est basée à Paris au siège social de la MSF. Elle va nous parler de son expérience à l'avant-garde pour soutenir les bébés vulnérables dans des contextes de crise. Merci de cette présentation. Je vais parler aujourd'hui de la stratégie, comme là, on l'a dit, qui met la mère et le bébé au centre de l'intervention. Nous allons parler
d'un modèle de soins pour les bébés vulnérables. Je n'ai aucun conflit d'intérêt. Beaucoup d'entre vous seront familiers avec ce graphe. Nous voyons un nombre mondial de mortalité, de morbidité néonatale a énormément baissé d'à peu près 60%. Par contre, la mortalité néonatale n'a pas vraiment décru et représente la moitié des morts des bébés de moins de 5 ans. Il y a les raisons, c'est la prématurité, les complications de naissance, telles que l'asphyxie et le trauma, les infections néonatales, les anomalies congénitales. Voici un aperçu des chiffres au Médecins sans frontières 2025. Dans toutes les maternités des MSM, nous avons plus de 400 000 accouchements vaginaux et avec une césarienne et 22% des bébés avaient besoin de soins ultérieurs dans une des unités néonatales. C'est plus de 90 000 bébés et admission de nouveau-nés. Et au vu des contextes, ils étaient tous considérés fragiles ou vulnérables. C'est important de voir comment ceci ne représente que 11% des admissions pédiatriques de moins de 5 ans dans la sphère MS, Médecins sans frontières. Voici ce graphe pour vous montrer que nous avons des projets qui couvrent l'Afrique et l'Asie où il se trouvent nos nouveau-nés et les pays dirigeants avec le plus haut niveau d'admission de nouveau-nés sont l'Afghanistan, le Yémen et la liste se poursuit. Je veux vraiment parler de la qualité. Dans le passé, la plupart des morts qui pouvaient être empêchées se passaient du fait du manque d'accès aux soins. Mais maintenant, 60% des personnes qui meurent au niveau mondial meurent du fait de mauvais soins, mauvaise qualité des soins, plutôt que de manque d'accès aux soins. Je le mentionne parce que c'est vraiment pour une opération qui est facile à améliorer les soins et met le bébé au centre de l'équation et améliore l'allaitement et la mortalité néonatale et n'a pas besoin d'avoir un énorme budget. Ça demande une meilleure allocation des ressources. Prochaine diapo. Nous savons bien sûr que la mère aura une production de lait et la chance d'un allaitement réussi du moment que la mère et le bébé restent ensemble dans les premières 72 heures. Le mieux, c'est que de garder le bébé et la mère ensemble. Nous savons quelles sont les normes de naissance, mais le concept de la séparation zéro recommande que tous les bébés nés à temps, prématurés, malades, bonne santé, tout le monde doit être en proximité avec la maman. Si le bébé doit être admis, nous devons garder le bébé admis en soins où la mère a besoin de se faire traiter. Tout le monde doit rester ensemble. Mais ça va en-delà de la proximité physique. C'est des soins rassemblés de la maman et du bébé. Ça recommande le contact de peau à peau, mais voici les différents niveaux de soins au niveau communautaire, les soins primaires et les soins secondaires ou tertiaires ou les établissements tertiaires. Nous voyez un peu, c'est une feuille de route, ce qui pourrait arriver. Vous pouvez identifier où vous en trouvez-vous là et comment est-ce que vous pouvez avoir des opérations sérieuses.
Alors voici par exemple l'exemple de soins tertiaires. Si vous pouvez réduire la séparation physique dès la naissance, c'est une grande étape. Vous assurez que les soins sont offerts au bébé et à la maman. Mais si vous allez vers la zone où c'est le bleu rose foncé, le mieux c'est d'avoir des unités où on peut soigner le bébé et la maman ensemble dans des zones, situations multidisciplinaires. C'est important de dire que même la recherche a déclaré qu'il n'est pas déontologique de séparer les mamans des bébés. Je veux mentionner l'étude qui a été effectuée, les soins de mère kangourou, et l'étude a été faite pour les bébés qui en sont nés à temps et n'ont pas de problème. La recherche dit que les données probantes pour la proximité de la mère et du bébé est tellement énorme qu'il est déclaré non éthique de les séparer. Voici un exemple d'une feuille de route sur laquelle euh, l'MSF se penche sur les unités néonatales. C'est un plan directeur et nous avons les mamans et les bébés, les mamans à côté du berceau du bébé, tout avec tout ce qui est nécessaire pour s'occuper à la fois de la maman et du bébé. Si la maman a besoin d'une transfusion sanguine, elle peut être administrée dans ce contexte. Et si quelqu'un a besoin d'antibiotiques, le bébé et la maman restent ensemble. Et de toute évidence, ceci a un grand impact sur la morbidité et la mortalité. Prochaine diapo. Je vais finaliser avec un petit exemple de l'impact sur l'allaitement maternel dans les premiers moments de vie. Ceci a commencé en 2025 et a commencé en 2023. Ça va étape par étape. En 2023, nous n'avons pas recueilli de données sur l'allaitement dans le cadre de nos établissements. Lorsque la stratégie zéro séparation a commencé, en surveillant combien de bébés ont été mis à l'allaitement dès le départ. Les projets ont commencé en 2025 pour lancer la stratégie zéro séparation. Ils ont rassemblé des données. C'est évident que le moment que la mise en œuvre a commencé, les bébés qui se sont mis à être allaités ont vraiment amélioré. 40% des bébés qui ont été reçus un allaitement dès les premières heures, nous voyons que ce chiffre s'élève à 75%. Prochaine diapo. Le message clé, c'est garder la maman et le bébé ensemble. Considérez-les comme un seul unité pendant les premiers temps de la vie. Merci beaucoup, cher docteur des MSF, pour la présentation pour zéro séparation. Il faut s'assurer que nous avons des soins complets pour les mamans et les bébés. Voici docteur Franck Punjawe, pédiatre avec 11 ans d'expérience dans les nouveau-nés. Euh, il s'occupe de- des bébés en Haïti, Soudan et Tchad. Il est membre du comité exécutoire euh, de la, et de la fondation Kiesi. Il va parler des bébés dans les situations vulnérables. Le docteur va faire son introduction en français.
Veuillez bien cliquer sur le bouton anglais pour entendre la présentation.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher docteur Franck, d'avoir partagé vos constatations sur votre travail. Nous nous réjouissons d'entendre vos points de vue sur le travail. Voici Alessandro Yelamo, qui est un conseiller de nutrition d'urgence principal, va partager son expérience pour soutenir les, la nutrition et l'alimentation dans les contextes d'urgence. Merci à tout le monde. Je vais vous donner un petit résumé sur pas seulement comment protéger l'allaitement, mais savoir quels sont quels sont les problèmes qui ont été partagés. C'est important de regarder le contexte. Voici ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons des nouvelles choses que nous n'aimons pas. Nous ne savons pas ce qui se passe au niveau des conflits chroniques et les urgences. Alors, comment est-ce que ceci s'agence? Donc, il y a des 300 millions de personnes protégées, projetées, qui auront besoin d'assistance ou d'aide humanitaire. 117 millions de personnes qui ont été déplacées de force au milieu 2025 et deux présure dans le monde. Nous avons des quatre pressions qui convergent. Nous avons le conflit, l'insécurité, le climat et les chocs de système alimentaire, la migration, séparation forcée et l'instabilité du système de santé chronique. Donc, nous savons que notre système de, de notre chaîne alimentaire et toutes ses composantes ont été énormément impactées par les crises. Donc, ceci va être encore plus exacerbé dans les situations d'urgence. Donc, il y a vraiment des ingrédients pour euh, sur les recommandations. Euh, donc, nous allons regarder la consolidation pour le conflit. Euh, Malheureusement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et nous allons regarder dans le secteur d'urgence. C'est mal financé et ce n'est pas bien. C'est dépriorisé. Il n'y a pas de plan de préparation pour l'allaitement. Il y a des contextes où les conditions préexistantes sont encore plus limitées qu'auparavant. Pensez à nouveau au contexte de l'Ukraine ou du Soudan. C'est un grand problème. Donc, il faut créer plus de capacités. Tout ceci ouvre la porte au don de lait maternel. Et c'est malheureusement un défi auquel il nous faut faire face. Nous savons ce qui protège de l'allaitement pour nos nouveaux-nés. Ceci reste solide, même et surtout pendant des temps de crise. Je veux répéter
Le, la commercialisation, ce n'est pas une faute, c'est quelque chose qu'ils doivent faire intentionnellement et sur lequel il leur faut investir. Dans les contextes d'urgence, il faut une approche personnalisée. Les complications algorithmiques en se servant de l'IA pour augmenter les influenceurs et les messages qui font écho dans les contextes d'urgence et de se relier au système. Il s'agit là d'un secteur en essor et c'est vraiment important de s'occuper de l'environnement. Donc, il s'agit là, euh, les formulas ou les blédines pour enfants. Le lait infantile et les dons perturbent la situation. Mais il y a aussi des pratiques d'allaitement perturbées, de l'eau contaminée et une chaîne d'approvisionnement interrompue et des infections liées au biberon. Nous avons la dilution n'est pas sécurisée, elle est faite avec de l'eau contaminée et nous avons mesuré et documenté ce genre de choses. Donc, nous n'avons pas dit que nous n'allons pas besoin de ceci pendant les temps d'urgence, mais si le lait infantile est nécessaire, nous devons nous assurer que nous avons le bon produit et les bonnes préparations. C'est recommandé de se servir non pas de biberon, mais d'autres éléments. Donc, nous avons des protocoles. Nous avons demandé aux bébés qui ont besoin de lait infantile, donc les dons de lait infantile, et ceci accroît les risques envers le bébé et met le bébé en risque, y compris la vie du bébé. Alors voici un exemple. Euh, c'est important de nourrir la mère qui est quelque chose d'absent, des réactions d'urgence. Il y a une grande composante nutritionnelle qui est importante et déployer les soutiens très importants pour soutenir ceci. Nous avons des protocoles, nous avons des normes pour la lactation dans les contextes. Donc, et les standards et les protocoles pour le lait infantile. Nous avons besoin de déployer toutes les protections de lait maternel et de mesures et d'être prêt à soutenir les mères lorsqu'il n'y a pas de lait maternel ou d'allaitement maternel, même avant l'urgence. Donc, quelle est l'interprète dans le contexte? Quelles sont les actions que nous recommandons? Ne séparez pas les mamans et les bébés. Donc, il faut soutenir la maman
et le bébé, lorsque le bébé ne peut pas être nourri au lait maternel. Tout ceci est critique. Assurer ceci et pour avant de donner du lait infantile. Et le traitement des enfants minoritaires et en leur donnant du lait infantile. Et on voit aussi que l'intervenant n'est pas facile à comprendre. Prochaine diapo. Toutes nos excuses pour ceci. Ces recommandations ont été recommandées. Euh, Voici les 6 pratiques étapes recommandées pour protéger les bébés. En temps d'urgence, vous pouvez, il y a faut développer et soutenir des politiques, former le personnel, coordonner les opérations, évaluer et surveiller, protéger, soutenir et minimiser les risques de nutrition artificielle. Nous avons aussi des systèmes de soutien et voici les modalités que vous pouvez reprendre en considération. Nous avons besoin de déployer des mesures et des interventions pour pouvoir faire ce dont nous discutons aujourd'hui, à savoir la promotion de l'allaitement maternel. En conclusion, nous avons besoin de faire plus pour investir dans les capacités de lactation. Et donc, nous allons faire beaucoup de travail et ça a été mentionné, la mise en œuvre de toutes les forces. Merci, je réponds avec question. Merci. Merci de votre expérience dans les régions de conflit. Messieurs, dames, nous avons entendu nos magnifiques collègues. Ils ont partagé leurs données probantes et leurs expériences dans ces régions. Donc, nous avons des solutions pratiques pour nous assurer que nous faisons des promotions et protections de l'allaitement maternel. J'encourage tout le monde à mettre les questions dans la section Q&A, voir aux questions. Je vais passer le micro à ma collègue. Nous avons entendu que 0 séparation est la norme. Nous avons entendu que 0 séparation n'arrive pas dans le contexte fragile. D'après votre expérience, premièrement, quelle est la raison la plus commune pour raison de séparation? Et dans le contexte de guerre active, comment est-ce que les travailleurs de santé peuvent s'y prendre pour s'assurer que 0 séparation est la norme? Merci, Émilie, de cette question. Pour la première question, nous avons tendance à savoir, à ne pas avoir un bon établissement, donc nous ne pouvons pas intégrer les composantes. Comme je l'ai montré dans l'une de mes diapos, il y a des, des étapes pour passer à la 0 séparation. Si vous voulez prendre le bébé sur un peu de son berceau et l'habiller et le séparer de sa maman, il faut déjà le gérer. Donc, si dans votre espace, il n'y a pas de manière à aménager la mère et le bébé, est-ce que nous pouvons peut-être ajouter une table ou une chaise plutôt
et penser pour que la mère et que ne pas penser que la mère est séparée et du bébé. Il y a des petites étapes à faire. Je voulais souligner que c'est la norme à laquelle nous travaillons, mais ce n'est pas une réalité dans tous nos projets à tous les niveaux. Ça, donc, nous y allons étape par étape. Ce qui concerne les urgences et les modifications qui sont nécessaires en fonction de l'urgence, l'exemple le plus extrême, par exemple l'Ebola à la RDC du Congo. La recommandation actuelle, c'est de séparer la mère du bébé et d'interrompre l'allaitement pour empêcher l'infection du bébé. Ça, c'est le contexte le plus extrême. Mais nous pourrons nous adapter. Merci, docteur Mariana. Nous avons entendu parler des experts. Nous pouvons prendre des étapes pour nous assurer que nous soutenons la mère et l'enfant, pour nous assurer que nous avons un bon allaitement, même dans les contextes fragiles. Voici des points d'action pour tout le monde dans le monde de la santé. Nous avons entendu parler de zéro séparation en tant que cible et nous assurer que nous avons de bons soins à tous les niveaux. Et nous avons entendu tous nos orateurs en parler. Pour tous les membres du système, nous voulons nous assurer que nous avons des politiques et des lignes directives qui sont en mise en œuvre et pour nous assurer que nous avons un bon financement et des ressources humaines pour soutenir l'allaitement maternel à tous les niveaux, y compris les contextes fragiles. Nous voici arrivés à la fin de ce magnifique webinaire et nous espérons que vous avez aimé ceci et nous allons nous assurer que nous soutenons le régime de bébé et de maman, surtout dans les pays à revenus faibles ou pauvres. Vous pouvez réviser le film après la section et n'oubliez pas de partager avec vos collègues. Et nous avons des webinaires qui vont se tenir à l'avenir, comme on l'a mentionné auparavant, le 8 septembre et le 20 octobre. Les deux vont se tenir en anglais et en français. Comme toujours, maintenant que nous sommes arrivés à la fin, et tous nos remerciements aux bailleurs de fonds Nest 360, pour Paolo Chiesi Foundation, la Fondation John et Catherine MacArthur, Fondation Gates et autres. Nous remercions également l'équipe de conseil d'experts de la boîte à outils et l'équipe de boîte à outils basée à l'école de Londres. Merci au docteur Mamina Mariana Franck et tout le monde de vous être joint à nous aujourd'hui.